à tous. Ah, Casse-Noisette, le fameux ballet qui a eu droit à maintes adaptations en tout genre, et que je n'ai jamais suivi. Ouais, ne vous attendez pas à une analyse très poussée par rapport à l'histoire de base. Peut-être parce qu'elle n'a jamais vraiment eu droit à une adaptation filmique du studio Grandes Oreilles, ce qui donne au film d'aujourd'hui déjà plus de mérite que les nombreuses repompes faites pour surfer sur le succès des versions Disney. C'est une histoire assez inédite pour moi au moment où je traite cette œuvre. Le Prince Casse-Noisette, un film tellement adoré par chez nous qu'il n'a pas eu droit à une sortie DVD française. Au moins ça fait un mini thème en plus pour ce mois-ci. Merci à Lily d'avoir proposé ça. Mais qu'on se rassure, j'ai réussi à trouver la VF pour la critique cette fois. Et j'ai déjà du mal à croire que j'ai réussi à tenir plus de 20 secondes d'intro autour d'un film qui n'a aucun lien nostalgique avec moi. En avant pour le Prince Casse-Noisette. On démarre sur notre jeune héroïne, Clara, qui joue les petits Pères Noël en cette veille des fêtes. Ma tournée de cadeaux est terminée. Je me suis débarrassée de tous mes vieux trucs. Puis elle s'amuse avec son petit frère dans les rues enneigées parce qu'il neige toujours la veille de Noël, avant de rendre visite à leur parrain, le fabricant de jouets, qui a un bandeau sur l'œil parce que... c'est un ancien pirate. Joyeux Noël, les enfants! Joyeux Noël, oncle Drossel meilleur. Bande de petits cons, vous avez distribué des cadeaux dans toute la ville, mais pas à moi. Ne m'appelez plus oncle Drosselmeyer, salopio. En plus, mon vrai nom, c'est Albator. Je dois terminer quelque chose à l'intention de mon neveu. Votre neveu? Vous ne nous en avez jamais parlé. Quel âge a-t-il? On va le voir. C'est votre vrai neveu ou il vous appelle juste mon oncle comme nous? Vous pensez que j'ai que ça à foutre de parrainer tous les mioches du village? Au revoir, oncle Drosselmeyer. Venez vite, on vous attend. Eh oui, Hans, mon garçon, ce soir... Ce soir, je retournerai au pays imaginaire grâce à la poussière de fées que j'ai collectée. Nos deux enfants s'amusent un peu plus dans un passage assez mignon où le petit est si léger qu'il ne laisse aucune empreinte dans la neige. Parce que faut avouer que leur budget animation était aussi un peu léger. Ils arrivent enfin à la maison tandis que... Merci pour ce plan prolongé sur le chat, c'était vraiment indispensable. Ces mecs savaient déjà ce qui ferait marcher Internet 15 ans à l'avance. Ils allument des tas de bougies sur leur grand sapin parce qu'ils ont des envies de suicide, et c'est l'heure des cadeaux. Comme elle est mignonne. Je vais t'appeler Marie. Ah, c'est sans doute la dernière poupée que nous aurons l'occasion de lui offrir. Ok, ça met bien en place la chose qui me plaît le plus au fil du film, Clara qui doit accepter de quitter le monde de l'enfance. Durant toute l'intro, on la montre rejeter les coutumes adultes et mal prendre le fait qu'on lui dise qu'elle a grandi. Et toute l'aventure qu'elle s'imaginera sera un peu pour elle une façon d'accepter ce passage du temps. Certes, ça fait un peu copie d'un autre personnage qu'on connaît bien, mais ça s'en démarque en explicitant de façon plus poussée l'origine des éléments magiques qui entreront en jeu dans la deuxième moitié de film. J'aimerais avoir un jardin magique avec des cygnes glissant majestueusement sur un lac, un collier de perles autour du cou. T'as déjà vu des cygnes avec un collier, toi? Oh, des cygnes avec des colliers précieux. Malheureusement, ce sera entaché par un parti pris auquel j'aurais du mal à adhérer, mais on y viendra. Les invités du réveillon débarquent alors qu'on se centre sans raison sur le chat. Arrêtez de lui donner une importance qu'il n'a pas, s'il vous plaît. Excusez-nous. Votre bras, s'il vous plaît. La troupe des Spasmodiques est arrivée! Ils sont suivis quelques temps plus tard par l'oncle Albator qui vient faire son numéro. Est-ce que vous avez ignifugé la salle on ne sait comment? Ça fait des lustres que tout devrait être en flammes là! Il présente en fait un très joli château de jouets. Est-ce que les soldats vont sortir du fort? Hélas, c'est impossible. J'aimerais que les cygnes s'envolent. Et non, ce n'est pas possible non plus. Et est-ce que le prince et la princesse vont faire crac-crac et elle va accoucher d'un bébé jouet? Il faudrait que les soldats tirent des coups de fusil. Pan, pan, pan. Non, non, non. Tu ne vois pas que les choses ont été conçues d'une certaine façon et que tout doit rester ainsi. Je piche pas ce passage. Durant tout le film, oncle Albator est très ouvert à l'imagination des enfants, mais là, et seulement là, il s'énerve en disant que tout doit être carré. Les enfants ne méritent plus de tels jouets. Ça fait très tâche avec le reste de son personnage. Bref, Clara tombe sur un casse-noisette un peu particulier. D'où venez-vous, beau jeune homme? Chacun ses fantasmes, ma petite. Et en s'amusant avec, le petit frère le casse, et oncle Albator le prend plutôt bien. Pauvre casse-noisette. Alors, calme-toi.
Je rappelle que c'est la même personne qui s'est énervée contre lui parce qu'il voulait que ses jouets bougent plus. C'est là qu'il décide de raconter à Clara l'histoire de ce casse-noisette et... C'est sympa de donner du travail aux animateurs qui ont été rejetés pour Teen Titango. Les créateurs du film ont voulu démarquer ce passage en changeant le style d'animation, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, ça marche bien pour certains films, mais là ça fait particulièrement discordant. Et je ne parle pas que de l'image en fait. Donc il raconte l'histoire d'Hans et de son oncle qui travaillaient au château des parodies cartoonesques. Et de la ravissante princesse Perlipat, leur fille. Bonjour. À qui tu parles? C'est la seule fois que quelqu'un s'adresse à la caméra de tout le segment. Pendant l'anniversaire du roi, la reine prépare un gâteau au fromage, met la reine des souris en avant et... J'ai un petit creux à l'estomac. Oh, j'ai faim, j'ai faim. Ah, le drame. Comme les gardes sont des débiles profonds, ils finissent par lui apporter la version pestiférée du mocard. Bravo! Merci. C'est courant d'applaudir un roi quand on lui apporte à bouffer. Sa femme lui raconte tout et il somme alors Hans et son oncle de se charger de ce problème d'infestation. Ça n'était pas facile. Non. Oh punaise! J'avais oublié que c'était dessiné correctement au départ, ça fait un petit choc. Enfin bref, grâce à des pièges à souris, ils parviennent à capturer toute l'armée et leur reine, pour se venger, décide de maudire la princesse en la rendant moche. Hideuse sera et restera jusqu'à la fin des temps. Oui, parce qu'elle a des pouvoirs magiques maintenant. Ah, casse-noisette, l'émerveillement. Hans et Albator ont 24 heures pour trouver une solution et échapper à la potence, et après des recherches à la porte Nawak, ils découvrent qu'il existe une noix capable de déjouer ce sort précis. La noix de Krakadon. Mon chatounet! La noix de Krakadon fait partie de la collection royale! C'est une chance! Mais comme son nom l'indique, elle n'est pas facile à casser. Elle doit être cassée pour la princesse par un jeune homme n'ayant jamais eu de bottes aux pieds et qui devra lui tendre la noix les yeux clos, puis faire 7 pas reculants. Tout en chantant la Marseillaise à l'envers et en n'ayant mangé que des brocolis pendant 5 jours. Ah, que j'aime ces histoires pour enfants où les restrictions sensées ne freinent pas l'imagination. Ça apporte des récits tellement réfléchis. Ainsi, des tas de prétendants s'essayent à casser la noix sans succès, ce qui est normal vu qu'ils n'ont fait qu'enlever leurs bottes et n'en ont pas jamais porté comme le stipulait la prophétie machin chose. Mais ça n'empêche évidemment pas notre jeune héros Hans de s'avancer et d'y arriver, lui. Quelle surprise, je l'avais pas du tout vu venir. La noix fait son effet avant qu'il fasse ses 7 pas reculons, car qui aime suivre de façon cohérente ce qu'on instaure? Et la reine des souris, pas contente, décide de le transformer en casse-noisette. Faudrait retravailler votre architecture, Majesté. Nos deux méchants montrent toute leur intelligence en courant tout droit plutôt que sur le côté, ce qui amène la mort de la reine. Maman, regarde. Hein? Mamie? Oh, mamie! Qui appelle sa mère mamie? Donc le nouveau roi des souris a le temps de glousser pendant une bonne grosse minute et ce n'est que maintenant que les gens réagissent à la transformation de Hans. Vous vous êtes mis en pause pendant ce temps-là? Je sais cette horrible chose de mon regard. Comment oses-tu me proposer un vulgaire casse-noisette comme gendre misérable? Vous serez banni, toi et ton casse-noisette, chassé de mon royaume, pour toujours! Et la morale, Clara, c'est que les gens sont des trouducs. Quelle affreuse histoire. Ce segment d'un quart d'heure est le pire passage du film pour moi. Vous connaissez déjà mon avis sur l'humour cartoonesque qui se mélange au ton sérieux, mais en plus d'être dissonant avec tout le reste, ce récit est gratuitement mesquin, affreusement gamin et dessert complètement le personnage supposé central. Je ne ressens aucune attache envers ce Hans qui est horriblement effacé dans une histoire qui ne se prend pas du tout au sérieux. Vous auriez juste pu résumer son histoire en 2-3 phrases que l'effet aurait été exactement le même sur la suite. Le mauvais sort sera rompu s'il parvient à vaincre le roi des souris. Et à obtenir la main d'une jeune et jolie demoiselle. Comme le précise la prophétie Trucmuche numéro 72, la nuit tombée, Clara décide d'aller dans le salon pour présenter toutes ses marionnettes à Casse-Noisette. Elle, c'est Marie.
Marie, ma nouvelle poupée. Tu dois en savoir plus que moi sur elle. Trudy. C'est une poupée adorable. Plus qu'elle ne le laisse paraître. Lui, ses pantalons. Un soldat émérite. Et lui... C'est Buzz l'éclair. Ouais, toutes ces 3 marionnettes spéciales. On peut pas vraiment parler d'une passion, là. Si tu pouvais m'entendre, entre nous deux je pourrais... Waouh, t'as des goûts assez particuliers en matière de sbando, ma fille. Après, je juge pas, hein. Par contre, je trouve ça un peu rapide de passer de ma sœur à un amoureux, Burke, à moi je veux une romance en quelques heures. Même si à nouveau c'est un mec fictif. Ça plus le chat, ça en fait une vraie internaute avant l'heure. Bref, c'est là qu'Oncle Albator lui apparaît en fantôme et fait surgir des souris. Pavlova, vilain chaton. C'est bon, on a bien tenu vos enfants occupés pendant une minute. Puis apparaît le roi des souris, à qui on ne donne jamais de nom au passage. Je vais l'appeler George. Aujourd'hui, roi des souris. Ce soir, roi des jouets. Demain, roi de tout le reste. En fait, je pense que ça s'est plutôt formulé comme ça dans la tête de Jacques Frantz. Aujourd'hui, Warner Bros. Demain, Disney. Puis c'est au tour des jouets de prendre vie. Mais où suis-je? Levez-vous. Levez-vous vite. Vous êtes en danger, monseigneur. On se connaît, madame? Entre saint gris, que signifie ce branle-bas? Oui, Pantalon est supposé être drôle parce qu'il a des vieilles expressions et parce qu'il a un nom de vêtement. Ha ha ha. Êtes-vous le prince des jouets, oui ou non? Je ne suis que... J'aime beaucoup la façon dont il prend la chose. Il se passe quoi, là? Je suis prince, maintenant? Oh, ok, très bien. Femmes, enfants, pourrez vous mettre à l'abri. Nous allons nous défendre contre le roi des souris et ses ignobles partisans. Je crois. Et j'adore encore plus le fait que les souris leur laissent 2 bonnes minutes pour se préparer au combat alors qu'elles sont sur le pied de guerre juste en face d'eux. Apparemment, les gens réagissent selon la logique des RPG au tour par tour dans l'univers de Casse-Noisette. Attaque! J'ai dit attaque! Qu'un grand homme. Bon, la suite. J'ai dit la suite. On a donc notre grande bataille sanglante, version tout public. Il faut leur donner un coup de main. Bleu! Oh, c'est toujours moi. C'est toujours toi quoi? T'as l'habitude de participer à des guerres de jouets? Enfin bon, c'est assez encombré et moyennement dynamique jusqu'à ce que Georges s'apprête à porter les stockades à Casse-Noisette et que Clara se décide enfin à intervenir. Non! Ma queue! Au feu! C'est pas tous les jours dans un dessin animé que vous entendrez un mec dire qu'il a la queue en feu. Et juste après ça, elle se casse la figure et se réveille dans son lit. Casse-Noisette. Tiens, comme promis, entièrement refait à neuf. J'avais que ça à foutre cette nuit du 24 décembre. Cette nuit, je vous ai vu. Vous étiez perché sur l'horloge au lieu de secourir Casse-Noisette. Ce n'est pas si simple que cela. Casse-Noisette n'est-il pas votre neveu? Je ne peux pas intervenir, malheureusement. Quoi? Je rêve ou il vient de la conforter dans son délire illusoire là? Parce que je suis désolé, mais c'est pas comme dans Peter Pan. Vous pouvez pas jouer sur l'ambiguïté. Est-ce que c'est réel ou pas ici? Ça se passe clairement dans sa tête. C'est pour ça que presque tout ce qui se passe renvoie explicitement à ce qu'elle a vu ou fantasmé avant. Et c'est pour ça que la maison n'a pas pris feu après cette scène. Ou bien cette salle est vraiment inifugée. Bref, plus tard, lorsqu'elle est seule, elle reçoit la visite de Georges. Regarde! Regarde-moi ce désastre! Oui, regarde ma queue qui n'a absolument rien de notable. C'était trop vous demander de dessiner le bout en noir pour qu'on se rende vraiment compte que ça a cramé? Elle s'enfuit en direction de Casse-Noisette qui ne s'est toujours pas retransformé pour le suspense. Je le peux, je l'aurai! Pour qu'elle lui remette son usbando, il menace le chat. Ah, voilà son importance dans l'histoire. Sauf que le prince se réveille juste après et ça n'aura rien apporté. Personnage inutile. Le combat se lance donc.
Restons tous ici à les observer sans rien faire. Sérieusement, il y a que Pantalon qui essaye d'intervenir rapidement. Le combat s'intensifie alors qu'il grimpe le sapin et... Mort hors champ! On sait pas comment il l'a eu, mais il l'a eu, c'est sûr! J'aimerais préciser que ça fait à peine 16 minutes que ce conflit entre eux est lancé dans l'esprit de Clara à ce moment-là. Donc c'était pas tant un grand méchant qu'une péripétie de milieu de film. Wow, c'est le même film qui a montré ça en bataille sanglante juste avant. Mais Pantalon est grièvement blessé et il faut l'amener au royaume des jouets pour le soigner. Clara est donc magiquement rétrécie pour les suivre, ce qui ne me rappelle pas du tout un autre film. Au revoir, Pavlova. Ne sois pas triste. Je vais revenir. Au revoir, Nina. Au revoir. Réfléchis à un moyen de servir enfin à quelque chose pendant que je ne suis pas là. Il rentre dans le royaume des jouets, dont les premiers habitants ne sont pas très animés. Vous habitez chez vos parents? Comment vous appelez-vous? Matérialiste à l'extrême, à ce que je vois. Clara découvre ce royaume où ses fantasmes prennent vie, tandis que nos deux tourtereaux commencent enfin à avoir un début d'alchimie. À 10 minutes de la fin, c'est pas trop tôt. Ils passent par une phase magique qui leur donne des beaux vêtements, et Dieu merci, les jouets du coin ont une personnalité, eux. Après une jolie danse sur fond flouté, Casse-Noisette fait une proposition à Clara. Toi, ma princesse, règne à mes côtés pour toujours sur le royaume des jouets. Reste jouer avec nous pour toujours. Comment dire? Vous êtes chez vous dans ce royaume. Mais moi, je veux grandir, faire des millions et des millions de choses. Et c'est là mon passage préféré du film. Clara en vient à accepter le fait d'évoluer dans la vraie vie en pensant à toutes les bonnes choses que ça peut lui apporter. C'est presque comme si toutes ces aventures avaient été un dernier au revoir à la période d'insouciance qu'elle laisse derrière elle. Par contre, je ne sais pas trop comment prendre ce qui vient après. Est-ce que c'est censé symboliser la partie de son enfance qui meurt, ou bien la part d'elle-même qui veut rester une enfant et qui réagit mal à cette décision? Ou bien peut-être que je réfléchis trop et il voulait juste foutre de l'intensité dramatique à la fin, parce que ça n'empêche pas Georges de faire un soubresaut de survie et de se pointer là sans disparaître, lui. Par magie! À nouveau, vous ne me ferez pas croire une seule seconde que ça peut ne pas se passer dans sa tête. Pour une apparition qui n'apporte pas grand-chose, puisqu'il finit par se tuer tout seul. Mais c'était un moment intense, donc cool. Puis elle se réveille et... J'ai trouvé une souris morte énorme. Elle était à côté du château fort. Non, non, ça ne peut pas s'être passé en vrai, sinon c'est débile. En allant voir Oncle Albator pour discerner le vrai du faux, elle tombe sur son neveu de la vraie vie, qui ressemble à Casse-Noisette, je pense. Difficile de faire une comparaison précise, faut dire qu'ils sont pas faits du même bois. Désolé. Comment allez-vous, Clara? Et vous? Casse-Noisette. Comment tu m'as appelé? On va pas être copains tous les deux. Ce film est assez pauvrement exécuté, la plupart des personnages sont assez oubliables, l'ambiance est beaucoup trop gamine par moment, la plupart des développements se font trop rapidement, et tout ça n'aide pas vraiment à être capté dans l'intrigue dès lors qu'on a atteint un âge à 2 chiffres. Je lui reconnais quand même une très bonne idée centrale autour du personnage de Clara, qui est une sorte de mix Wendy-Alice pas trop mal pensé. La musique de l'opéra est assez bien incorporée, et si l'action est souvent foutraque, elle arrive à être plutôt intense vers la fin. C'est un film qui, j'en suis sûr, passe très bien quand on est enfant, mais en tant qu'adulte, ça se regarde sans plus. Merci d'avoir suivi et à très bientôt. Si tu pouvais me voir à la recherche